Et bonjour, bande de pèlerins et de pèlerines. On est déjà le 16 juin 2023 et me revoici aujourd'hui pour vous conter Baba Yaga, pour découvrir ce qui se cache derrière l'ombre de Baba Yaga. Alors j'ai essayé de trouver des formats digestes qui puissent vous permettre, toujours à ma manière, de vous approcher doucement de Baba Yaga. Il faut faire attention parce qu'elle est effrayante. Elle peut l'être. Donc en fait, je vais aborder le thème de Baba Yaga en 3 vidéos. Et je vais, dans ce partage que je vous présente, aussi m'accompagner de tarot et d'oracle. Vous verrez aussi des cartes des portes de l'âme, du futur ancestral tarot, et puis aussi des saisons de la witch, et puis bien sûr les noirs d'Odilon. Et puis aussi des cartes des différents oracles de Yanamori. Celui-ci que j'adore. Et puis également des cartes d'Angel Tena, donc dans The Singular Magic Oracle. Aussi des cartes du Witch Woman in Total Control, bien sûr des arcanes d'Étienne Grobler, puis j'ai oublié bien sûr des cartes du Red Seed, donc de Linda Hill. Mais quoi, j'ai oublié Line in the Moon avec son bel oracle. Voilà, donc puis certainement d'autres aussi. Voilà, j'ai fait une multitude de photos et donc j'ai pensé que ça rendait mon partage plus vivant. Et puis je pense que ça peut aider aussi à imprimer certaines choses. Alors dans cette première vidéo, je vais vous parler du conte, de la fonction du conte. Je vais vous parler du personnage de Baba Yaga. Et puis dans une deuxième vidéo, je vais vous conter une version d'un conte où apparaît Baba Yaga et qui s'appelle Vassilia la très belle. Voilà. Et puis je vous livrerai une analyse qui est une synthèse de plusieurs autrices. Et puis dans une troisième vidéo qui sera plus courte, je vous lirai la traduction d'arcanes, d'oracles qui présentent Baba Yaga. Alors, je vais vous montrer un petit peu les livres que j'ai utilisés. Donc, bien sûr, ça j'en ai plusieurs exemplaires parce que je les barbouille. Voilà, j'ai utilisé La femme qui court avec les loups, mais elle en a écrit d'autres, hein, Le jardin d'Éden, d'autres, je regarderai tout à l'heure, mais là comme ça je ne sais plus. J'ai lu aussi en diagonale, celui-ci je l'ai traduit puisqu'il est en anglais, donc c'est un ouvrage très technique. Voilà, qui m'a permis de prendre du recul avec le fait que Baba Yaga, comme je vous le dirai tout à l'heure, c'est un personnage du folklore russe et qui est présent dans un certain nombre de contes sous des traits relativement homogènes. Voilà. Ensuite, la femme dans les contes de fées, alors vraiment super intéressant ici celui-là. Et puis aussi la mer dans les contes de fées. Et puis aussi bien sûr les contes populaires russes d'Afanasiev. J'avais également la BD, enfin pas la BD, excusez-moi, le livre illustré de Billy Bean, j'arrive jamais à dire son nom. Et puis là je le retrouve plus.
Alors, pourquoi j'ai choisi de faire comme ça? Pour que vous puissiez aborder plus aisément l'analyse du conte, en vous familiarisant aux différents concepts, et pour que donc vous ayez suffisamment d'éléments de connaissance sur notre Baptia, comme on dit chez nous, les Polonais. Donc en fait, je vais vous lire une version dans cette deuxième vidéo qui sera celle récoltée par Afanassiev, Alexandre Nikolaïevitch Afanassiev, qui est un folkloriste russe qui a vécu jusqu'en 1871 et qui est rassembleur et éditeur de contes populaires russes. Donc, je me suis aidée surtout de Marie-Louise von Franz, qui a été collaboratrice durant 30 ans de Gustav Jung, qui était écrivaine, psychothérapeute, et puis bien sûr de Clarissa Pinkola Estés, qui est chère à mon cœur. Donc Clarissa Pinkola Estés, docteur en études multiculturelles, en psychologie clinique, qui a dirigé d'ailleurs un centre Gustav Jung à Denver, mais qui est surtout poétesse, cantadora, conteuse et surtout gardienne des vieilles histoires, des histoires anciennes, des histoires ancestrales. Alors oui, tout à l'heure je vous parlais des autrices sur lesquelles je me suis appuyée, des oracles, des tarots. En fait, je vous précise ces éléments parce que, selon moi, c'est important de dire d'où on parle et à quelle place. En ce qui me concerne, ma place actuelle, c'est celle d'une apprentie, d'une pèlerine qui vit désormais de ses passions, qui aime partager. Une femme qui, durant une partie de sa vie, a vécu déguisée et qui a exercé le métier d'assistante sociale. Mais maintenant, je suis à la retraite et j'ai miraculeusement échappé à certaines réformes, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Comme je vous l'ai indiqué, j'aime les contes. Je les ai toujours aimés parce que je crois qu'avec le conte, eh bien, je nourris mon enfant intérieur joyeux, curieux, mais aussi, avec le conte, je le soigne. Et je crois même que cet aspect-là, c'est un aspect qui est universel. Je m'explique. Quand le conte réunit des acteurs d'une histoire qui se rencontrent, il met en scène les éléments de notre psyché, les différents éléments de notre psyché, dans une tension dynamique qu'on appelle une histoire, avec l'aide de modèles, de personnages qui sont des modèles archétypiques. Le conte se dit et s'écoute pour le plaisir, mais c'est aussi un espace de transmission qui permet aussi de figurer l'irreprésentable, nos ombres, nos terreurs, nos fantasmes, un peu comme les rêves, mais de manière plus ordonnée et de manière plus construite. Important, il propose aussi le remaillage de notre psyché par la mise en scène de passages d'initiation auxquels on peut accéder de manière inconsciente ou par des prises de conscience pour le peu qu'on s'y attarde et qu'on réfléchisse à son enseignement. Le conte révèle des auteurs, des imaginaires individuels et collectifs, des cultures et leurs mémoires, des mémoires différentes, et il nous réunit autour d'eux. C'est un terreau qui nous connecte à la transformation. C'est un outil de la grand-mère, fantastique. Le conte, c'est un jeu de pistes. Alors, je me suis intéressée particulièrement
à l'archétype de la femme sauvage, la femme créatrice, qui rejoint celui de la grand-mère que j'ai abordé déjà dans Les Vierges Noires. Alors, dans cette approche que je vais partager avec vous, dans cette approche par le conte, je me suis aidée d'autrices jungiennes. Donc, comme vous le savez sûrement, c'est Jung qui a théorisé les archétypes, le travail de l'ombre. On lui doit également, entre autres, les concepts d'inconscient collectif, d'archétype aussi, d'individuation. Tout ça sont des thèmes dont vous avez entendu parler, notamment dans le travail de développement personnel autour des tarots, des oracles, pour ceux qui s'y intéressent. C'est donc le fondateur de la psychologie analytique, l'un des premiers disciples de Sigmund Freud. Il a beaucoup écrit. Je vais passer derrière la caméra et on va pouvoir toquer à la porte pour rechercher notre soi instinctuel, notre femme sauvage. À bientôt! Alors, d'abord le personnage de Baba Yaga. Donc, le personnage de Baba Yaga appartient au genre folklorique du conte populaire russe et plus largement dans les motifs slaves orientales, c'est-à-dire russe, ukrainien, biélorusse. Donc Baba Yaga apparaît dans de nombreux contes. Les plus connus sont La Belle des Belles ou Vassilia la Très Belle, ou Baba Yaga et le Petit Bout, mais d'autres également, notamment avec un personnage, un prince, Ivan, mais je ne me souviens plus des titres. Donc Andreev, qui est historien et folkloriste russe, qui est mort en 1942, précise que c'est pour la Russie un des sujets les plus connus. C'est aussi le plus apprécié et le mieux connu du répertoire européen. Paul Delarue, qui est spécialiste du conte populaire français, signale que les contes de Baba Yaga sont des contes qui apparaissent les mieux structurés. Malheureusement, son histoire, son âge, son origine, son développement, sa signification originelle restent des questions ouvertes. Elle est probablement apparue dans une tradition orale pour un peuple qui n'avait pas encore accès à l'écriture. La narration du conte elle-même revêtait un caractère rituel, oublié bien sûr aujourd'hui, mais qui se déroulait plus souvent l'hiver pour la paysannerie, parce que c'était aussi la saison où le travail était moins urgent et prenait moins de temps, où il y avait plus de temps libre pour se divertir. Et oui, si l'on raconte des histoires pendant la journée, une vache se perdra dans la forêt. Les premières traces écrites, fiables, concernant Baba Yaga datent du XVIIIe siècle. Vous voyez que c'est quand même assez tardif. Il y a donc de multiples versions. Beaucoup connaissent la version de Clarissa Pinkola Estés, mais vous pouvez aussi retrouver Baba Yaga dans des contes recensés par Vladimir Prop, qui est folkloriste russe, donc qui est décédé en 1970, et puis aussi Alexandre Nikolaïev Afanassiev, folkloriste russe, qui est rassembleur et éditeur des contes populaires russes. Et puis Bilibine, je suis sûre que j'écorche son nom, mais bon, je rectifierai. Alors, d'abord le nom. Le nom Baba Yaga. Donc, Wikipédia, que j'aime beaucoup, précise que la langue russe ne possède pas d'article devant un nom commun ou un adjectif. Il est donc difficile de définir s'il s'agit d'un seul personnage, qui s'appellerait donc Baba Yaga, ou d'un type de personnage, la Baba Yaga. Il y a parfois dans un même conte plusieurs Baba Yaga, 3 en général, tiens non, dénommées la première, la deuxième et la troisième, ce qui laisse supposer qu'il s'agit d'un type
de personnage, comme on dirait une fée. De nombreuses interprétations ont été avancées pour rendre compte du nom, de l'image et du caractère de Baba Yaga. Donc, le mot Baba se retrouve dans toutes les langues slaves. Son sens premier est grand-mère, mère du père ou mère de la mère, mais il a pris d'autres significations comme celle de vieille femme ou vieille épouse. En vieux russe, le mot baba pourrait se référer à une sage-femme, une sorcière, une diseuse de bonne aventure. Et le mot russe moderne standard pour grand-mère, babouchka, en est dérivé. L'origine et la signification de yaga est beaucoup plus obscure. Ça a à voir, pour faire court, avec une femme maléfique, une femme incertaine, et on le retrouve dans toutes les langues slaves. Afanassiev propose que le terme serait apparenté au sanskrit signifiant serpent. Ce serait donc la femme serpent. Ça nous rappelle quelque chose. Regardez dans mes vidéos précédentes sur la Vierge Noire, ce qui expliquerait sa jambe unique, dit-il, autrement dit, sa nature handipède, mais il y a d'autres versions qui expliquent sa jambe d'os. On en parlera plus tard. Donc représenté sous les traits d'une vieille femme redoutable, au pouvoir surnaturel, à la personnalité complexe, gardienne d'un territoire. Ça, c'est important. Nikolai Novikov, qui est aussi un folkloriste russe, pense que l'aspect positif de Baba Yaga est le plus archaïque, donc le plus ancien, et trouve son origine dans la période matriarcale. Tiens donc. Alors que l'aspect négatif serait issu de la période de lutte entre le matriarcat et le patriarcat, qui a fini par l'emporter. Donc Baba Yaga peut être cannibale, ravisseuse d'enfants, surtout des garçons. Elle trompe, c'est une conseillère perfide qui induit le héros en erreur et en horreur aussi. Elle peut le transformer en pierre, par exemple. Elle peut cracher le feu. Dans certains contes, elle est mère des dragons. Elle peut avoir 3 filles dragons ou 2 autres sœurs qui élaborent avec elle des plans meurtriers sous sa direction pour tuer le héros accompagné de ses 2 frères et qui rentrent sur son territoire pour y récupérer des objets ou la tuer. Dans beaucoup de contes centrés sur des héros masculins, ces héros la tuent à l'issue d'un combat qui se déroule en plusieurs étapes et qui nécessite de la ruse, l'aide des 2 frères qui accompagnent le héros ou des forgerons qui seuls peuvent la neutraliser grâce à leur chaîne. Baba Yaga représente toujours un personnage ambigu ou franchement hostile au héros du conte, mais qui peut, sous la contrainte ou par choix, offrir un objet magique. On verra plus tard. Mais dans les 2 tiers des contes, elle est maléfique. Son aspect malveillant est dominant, mais elle n'est pas non plus entièrement mauvaise. Le héros, qui peut être un personnage féminin, parvient chez la Baba Yaga. Il est soumis à un interrogatoire ou à des épreuves. Il doit prouver sa valeur et, en récompense, il reçoit un objet magique ou de bons conseils qui vont lui permettre de continuer sa route pour parvenir à ses fins. Les cadeaux de Baba Yaga sont essentiellement liés au déplacement d'un monde à l'autre. Elle donne un cheval, un faucon, une pelote, une boule qui, en roulant, montre le chemin, un crâne éclairant. Je reviendrai donc sur sa signification précise dans l'analyse du conte. C'est important. Et ces cadeaux donc sont le moyen de traverser pour aller vers l'autre royaume. Le royaume de l'individuation, par exemple. On peut également voir dans Baba Yaga une figure maternelle yang,
qui, par l'affrontement, rend accessible au héros la formation d'une identité adulte. Entre parenthèses, à chaque question posée, elle vieillit d'un an. Comme le souligne Marie-Louise von Franz, derrière Baba Yaga, c'est l'ombre abyssale de la déesse nature qui se tient derrière elle. Elle tue cruellement et donne naissance aux plus belles choses. Elle commande la nature, c'est une personnification de la nature. On retrouve le lien secret entre Baba Yaga et la déesse mère dans la figure féminine de la Sophia, mais aussi dans son aspect cruel de destruction, avec la figure du mal que nous projetons dans l'archétype du diable. Ces aspects associés toujours dans une trinité. Par exemple, avec ses 3 paires de mains amputées pour une représentation maléfique. Par exemple, dans La Belle des Belles, elle est souveraine des animaux. Elle a des émissaires qui sillonnent le monde. Les premiers d'entre eux, ce sont les bêtes des bois. Les seconds, les oiseaux du ciel. Les troisièmes, les poissons et les bêtes aquatiques. Dans le conte de Vassilissa la très belle, comme on le verra, l'héroïne Vassilissa demande à Baba Yaga qui sont le cavalier rouge, le cavalier blanc, le cavalier noir. Et Baba Yaga répond: c'est mon jour vêtu de blanc, c'est mon soleil vêtu de rouge, c'est ma nuit vêtue de noir. Et elle ajoute: tous de fidèles serviteurs. Ici, le jour, la nuit, le soleil levant figurent le passage par la mort et la naissance du soleil intérieur, symbole du soi, nous dit Marie-Louise von Franz. Propp mentionne d'ailleurs qu'elle est parfois décrite elle-même comme semi-animale. Diverses cultures considéraient que la mort consistait à se transformer en animal. Elle a un odorat puissant. Dans diverses versions, elle dit « ça sent le russe », ce qui veut dire « ça sent l'humain ». Et comme je vous l'ai dit précédemment, elle, ses filles ou ses sœurs peuvent dévorer des humains. Pour Propp, donc, l'élément animal est d'ailleurs antérieur à l'élément squelettique, la jambe d'os de Baba Yaga. Il remarque par ailleurs que certains contes russes laissent penser que Baba Yaga serait aveugle. Par exemple, dans Hansel et Gretel. On peut la trouver, donc cette Baba Yaga, dans une isba. Une isba, c'est une petite maison en bois, dans la forêt sombre et menaçante. Le four est l'élément principal de l'habitation du personnage. Il est symbole de l'utérus et il est également rattaché, bien sûr, à son côté cannibale, puisqu'elle mange les enfants et en plus elle les fait rôtir. Sa petite isba est montée sur des pattes de poule. Elle tourne sur elle-même. Il faut savoir la formule pour l'arrêter de tourner devant soi. Petite isba, tourne le dos à la forêt, le devant de mon côté. Elle ne vit pas toujours dans cette isba, parce que dans certains contes, elle vit sous la terre. La maisonnette est souvent présentée comme trop petite pour son occupante, parfois sans porte ni fenêtre. Ce qui, pour Propp, peut également faire penser à un cercueil. Il pense qu'elle est la gardienne du royaume des morts. La petite isba qu'il faut faire tourner est un poste frontière, tourné d'un côté vers le monde des vivants, de l'autre côté vers le monde des morts ou l'autre royaume. Sa cabane constitue un passage obligé à la frontière des deux mondes. Le surnom même de la magicienne, jambe d'os, suggère qu'elle fait partie du monde des morts. Filant ou volant dans son mortier, effaçant les traces par son balai. Le mortier, son pilon comme son moulin à farine sont des allusions au thème alchimique.
La trituration, la réduction en poudre correspond, nous dit Marie-Louise von Franz, à l'écrasement des duretés égoïstes et volontaristes du moi et prépare à la transmutation. Et l'on comprend ainsi que, sous leur aspect effrayant, les sorcières cachent un sens bien plus profond. Elles président aux opérations du grand œuvre intérieur.